Faut-il aller sur Hyster Yell? C'est la question que va poser un abonné du canal Telegram. Vous pouvez rejoindre ce canal via le lien qui se trouve en commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On y va tout de suite. C'est une boîte qui est plutôt industrielle. On voit que le cours de l'action n'a pas fait grand-chose depuis 10 ans en réalité. C'est fait complètement plat. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement. Il va falloir regarder en détail. On y va tout de suite. En médiane, on fait 6% de croissance, ce qui est pas mal. Toutefois, depuis 2023, force de décélération. On va même jusqu'à une décroissance en 12 mois glissant à mars 2025. Ça, c'est moins bien. 842 millions d'acquisitions, 710 millions de market cap. On a détruit de la valeur, malheureusement. Les acquisitions se sont peut-être mal passées, donc il faut les regarder. Donc ici, c'est pas encourageant ce qu'on voit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'entreprise à la poubelle. On regarde évolution des taux de marge. Taux de marge en augmentation. Ça, c'est contre-intuitif, parce que si on regarde la croissance, on avait une croissance en décélération. Après, là, il y a possiblement les acquisitions qui ont boosté, mais quoique, non, pas vraiment. Là, c'était de l'organique. Donc, on a réussi à faire monter les marges pendant cette période. Après, on a une décélération de la croissance, mais les marges quand même résistent. Donc, ça, c'est le signe que c'est quand même bien géré. Bon, il n'y a pas de miracle. Après, on fait la décroissance sur les 12 derniers mois, donc on baisse quand même du point de vue des taux de marge. Bon, on n'a pas des marges très élevées. On n'a pas de pricing power sur ce business. Taux de marge d'EBITDA est quasiment au plus haut, donc c'est pas mal. Maintenant, c'est un niveau qui est faible, 6%. Taux de marge net, 2,4%. Pareil, c'est faible. Est-ce que en taux de marge de free cash flow, on est un peu mieux sur cette boîte? Hop, on regarde ça. On n'est pas vraiment mieux. Donc attention, les marges sont très faibles. Ce qu'il faut vérifier sur ce genre de business, quand les marges sont faibles, c'est la rotation d'actifs. Parce que si on génère peu de profit pour un d'actifs, si on vend 2 d'actifs, peut-être qu'on s'en sort mieux. Et là, c'est le cas. La rotation d'actifs est en nette amélioration. Elle est assez élevée, 2 fois. Donc, c'est pas mal. Ça va permettre d'améliorer la rentabilité quand même. Bon, c'est pas si mal que ça, mais c'est pas exceptionnel sur ce point de vue. Si on regarde les conversions des bénéfices nets en free cash flow, il manque 500 millions de dollars. Bon. Est-ce qu'on est BFR négatif? Non, on est BFR positif. Ça, c'est pas incroyable. Est-ce qu'il y a une variation du BFR qui est dans le bon sens? Non plus. 1,2 milliard. Donc là, ça impacte les free cash flow, forcément, les dépenses en capital constantes. Est-ce qu'ensuite, on a la dépréciation, amortissement et les CAPEX qui sont équivalents? On a 200 millions de CAPEX en plus par rapport aux dépréciations, amortissements. Ça, c'est bien pour la croissance future, quand il y a de la croissance. Actuellement, il n'y a pas de croissance. Est-ce que ça vaut le coup de maintenir une dépense en capital qui reste élevée? Et ensuite, si on regarde les other non-cash items, on en a pour 1,2 milliard. Alors, là-dedans, je pense qu'il y a une grande partie du goodwill qui a été déprécié parce qu'on a acheté trop cher les acquisitions. Après, il y a d'autres choses là-dedans qu'il fallait voir dans les tableaux de flux de trésorerie. Bon, vous avez une bonne partie d'explication ici de pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Maintenant, comme d'habitude, c'est dans les tableaux de flux de trésorerie si vous voulez faire le détail par vous-même. Pour valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, on utilisera plutôt les free cash flow. On regarde la rentabilité opérationnelle. On est sur 5% en médiane, c'est pas fou. 14% sur 12 mois glissants à mars 2025, ça c'est pas mal. Donc bonne rentabilité opérationnelle. Maintenant, la trajectoire n'est pas engageante. Mais avec ce niveau de rentabilité, alors qu'il n'y a quasiment pas de croissance, ça va permettre de dégager des cash flows qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour rembourser la dette s'il y a de la dette, faire des acquisitions si les acquisitions créent de la valeur. Et ça, c'est quelque chose à voir sur cette boîte. Ou rendre le cash aux actionnaires. Alors, on va maintenant analyser l'endettement. Hop, bon, la dette est soutenable. 1,5 fois l'EBITDA en dette nette, ça reste correct. On peut gérer cet endettement sans trop de problème. En termes de free cash flow, c'est quand même autre chose. Là, on est sur 7 fois les free cash flow, 5 à 7 fois, 6 à 7 fois les free cash flow. Bon, il va falloir quand même, si l'EBITDA continue à baisser, il faudra rembourser la dette aussi, mais malheureusement, si l'EBITDA baisse, on n'a plus de cash flow pour rembourser la dette. Donc, tant que là, on a encore un peu de cash flow, il vaudrait mieux rembourser la dette. Rémunération d'actionnaire. Hop, on met le dividende, le rendement de l'actionnaire. On est sur 4,8% de rendement de l'actionnaire. Ça, c'est pas mal. Mais attention, il y a de la dilution. Alors, il y a des actions qui sont mises en circulation régulièrement. Est-ce que ce sont des nouvelles actions qui sont créées? Est-ce qu'elles sortent de l'autocontrôle? Il faut aller vérifier. Si ce sont de nouvelles actions, malheureusement, ça atténue le rendement de l'actionnaire, donc ça dilue l'actionnaire, malheureusement. On a un dividende de 25 millions.
votre free cash flow de 61 millions. Donc, on a les moyens de verser ce dividende à ce niveau-là. Ça nous donne, du coup, votre rendement du dividende, il doit être à 5%, quelque chose comme ça, vu que on a un peu de dilution potentiellement ici. Donc, rémunération d'actionnaire intéressante. Pour l'instant, elle est soutenable, cette rémunération d'actionnaire. Maintenant, il devrait peut-être acheter des actions pour atténuer ceci. Bon, la valorisation, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. 9,3 en médiane, 4 actuellement. Vous avez 50% de décote. Donc, très bonne marge de sécurité ici. Est-ce qu'on a une décote supplémentaire sur les actifs tangibles? Non. Peut-être qu'on a une décote sur capitaux propres, mais comme il y a beaucoup d'acquisitions, je me méfie parce que donc on n'a même pas de décote sur capitaux propres. Bien. Conclusion du dossier, c'est pas si mal après, hein, c'est une boîte industrielle, donc c'est pas très chèrement valorisé. Malheureusement, le point un peu négatif, c'est la décroissance. Il faut voir, du coup, si vous êtes intéressé par la boîte, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on anticipe une reprise du marché dans lequel opère l'entreprise? Sinon, la rentabilité est correcte, la rémunération d'actionnaire est bien, il y a peut-être un peu de dilution, il faut quand même voir ça. Et sinon, voilà, c'est un dossier qui se met en watchlist et qui s'analyse plus en détail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!